matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je vous le disais, je suis très heureuse de recevoir Corinne Lalo, journaliste d'investigation, grand reporter, spécialisé questions d'environnement, de santé, auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui est très connu, Grand désordre hormonal, le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu aux éditions du Cherche Midi, j'y y arriver, dernièrement Fausse pandémie, vrai mensonge, et c'est bien le livre qu'on va aujourd'hui analyser et lire ensemble aux éditions Magnus. Alors je ne l'ai pas, je veux bien que vous le montriez éventuellement à l'antenne, Corinne Lalo. Moi je l'ai eu en version numérique, comme ça se fait aujourd'hui. Et voilà, on voit que vous avez bien travaillé votre propre livre, Corinne Lalo, c'est bien. Avant de commencer à parler de ce livre, puisque nous, il y a 5 ans, nous entendions ceci d'Emmanuel Macron: nous sommes en guerre, mais la première guerre, pas celle maintenant contre la Russie, mais celle bien contre les microbes. On écoute ça. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Voilà, ça c'était le « Nous sommes en guerre » et puis l'annonce du confinement. Je rappelle que donc il y a 5 ans, le 17 mars, on nous vous enfermait. Mais l'annonce a été faite la veille, le 16 mars. Donc on écoute encore Emmanuel Macron, le 16 mars, on écoute. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Voilà. Alors, Corinne Lalo, d'abord, peut-être vous avez une réaction à faire à ce ce qu'on vient d'entendre, et Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, et puis ensuite on va aller aborder votre livre qui est très très important, très bien écrit, évidemment, très fouillé, très clair. Et pourtant, je sais qu'on peut rappeler que Tocsin a vraiment suivi tout ça depuis le début. Mais on avance encore avec votre livre, on comprend beaucoup de choses. Et on comprend que complot, mensonge, il y a eu. Complot, il y a. Et c'est pas complotiste de dire qu'il y a eu des complots, vous allez revenir dessus. Et à un niveau mondial, et à un niveau très très inquiétant. On va y revenir évidemment. Corinne Lalo, d'abord, peut-être si vous souhaitez réagir à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Oui, ce qui me frappe, c'est pas une surprise, mais c'est le double langage. Vous voyez, quand on enquête, là, vous voyez, j'avais oublié qu'il a dit en gros, on va vous enfermer, et pour 15 jours au moins. En fait, dans le livre, je montre les documents, les mails, même de Delfrécy à l'époque, qui envoie des mails à Fauci, qui est Anthony Fauci, qui est le monsieur vaccin, monsieur Covid de la Maison-Blanche. Auprès de Donald Trump, d'ailleurs, à l'époque. Tout à fait. Et donc, au moment où ils disent, ça va durer 15 jours, ils savent très bien, parce qu'ils l'écrivent dans les mails, qu'ils en ont au moins déjà pour 1 mois. Donc, ils savaient très bien dès le départ. Ils veulent en avoir pour 1 mois, parce que tout ça n'est pas une question de santé. Oui, non, c'est ce que je montre. Toutes les décisions sont des décisions politiques, absolument pas des décisions scientifiques. Et les documents sont là pour le montrer. Je parle aussi des RKI Files, ça sont les documents allemands, qui montrent que les scientifiques allemands, même les officiels, au moment où, en fait, il n'y a pas d'épidémie, ils le disent à leur gouvernement, mais le gouvernement, avec un militaire à la tête qui s'occupe justement du Covid, décide qu'il y aura un confinement. On voit aussi dans le bouquin qu'il y a une collusion et même une collaboration entre les Allemands au niveau gouvernemental et le gouvernement français, et même la présidence de la République française, pour qu'il y ait
une harmonisation en quelque sorte des contre-mesures, donc de la gestion de la crise. Donc qui n'avait rien de scientifique, mais qui était totalement politique. Ouais. Et puis quand on voit cette annonce de Emmanuel Macron qui dit il faut absolument que vous restiez chez vous, quelques jours avant, 5 jours avant, il allait au théâtre et disait aux Français ah mais sortez, ne restez pas confinés chez vous. Et 3 jours après, il dit restez confinés chez vous. Il y avait les élections aussi, quelques jours avant. Non, elles étaient après. Ah, quelques jours après alors. Elles étaient après. Ouais, elles étaient après. Justement, ça a fait polémique parce que ils n'ont pas empêché les élections, en fait. Mais s'ils les avaient empêchées, ça aurait fait aussi polémique, de toute façon. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que le président de la République lui-même ne savait pas qu'il allait confiner. Donc, comment a-t-il reçu les ordres ? Il y a des donneurs d'ordre. Donc, j'explique tous les personnages, les coulisses, qui est qui. Il y a des dessins pour que justement alors super bien les dessins, il y a des schémas là je peux vous montrer une image, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Si j'en ai fait si vous voulez. Voilà, laquelle vous voulez alors. Mais moi j'aime bien ces schémas, le cartel pandémique par exemple, on voit les fondations fiscales, Davos. Le cartel pandémique il fait à peu près ça. Oui. Vous avez tout le monde, c'est une cartographie. Oui. C'est une là après, vous le voyez pas, mais c'est une cartographie avec tous les personnages. Et puis une légende, de façon à ce que chacun comprenne. Si on regarde même que la cartographie et les légendes, on a déjà compris pas mal de choses. Oui. Alors ça, c'est tout à fait le style d'ailleurs, même dans le dessin, le style Magnus, évidemment, qui a un style un peu, on va dire, un trait assez fort, un peu de caricature évidemment de ce monde-là. Mais qui nous permet finalement de beaucoup mieux comprendre assez rapidement ce qui se passe. Voilà, alors là on voit les schémas, mais maintenant, si vous voulez bien, je vais d'abord citer vos 10 mensonges, puisque vous annoncez les mensonges, vous en avez fait 10. Comment on vous trompe en 10 leçons ? Voilà, en 10 leçons, ensuite, il y a un mensonge et ensuite vous en tirez une leçon. C'est un peu le fonctionnement de ce livre. Je vais lire les 10 mensonges pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, je voudrais, Corinne Lalo, que vous nous résumiez, vous l'avez fait d'ailleurs dans l'entrée de ce livre, vous nous résumiez en gros ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire, on a eu le discours, on a eu le confinement pour nous sauver tous, le Nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron, et puis ce qui s'est passé derrière, qui serrait la main de qui, qu'est-ce qui se passait, quels étaient les enjeux. Voilà, si vous le voulez bien, on a une demi-heure, on peut dépasser, allez-y. Mais il faut vraiment que tout le monde comprenne réellement aujourd'hui, avec votre enquête, ce qui s'est passé. Mais d'abord, je lis vos 10 mensonges. Allez-y, oui. Et ce qui se passe actuellement, et ce qui va continuer à se passer. Parce que c'est ça l'intérêt du livre. Oui, vous avez raison. Parce qu'on a tendance à tourner la page, voilà, ça s'est mal passé, machin. Non, en fait, ça continue. Et c'est même grave. Alors, allons-y, les 10 mensonges. Le premier, l'opération Covid était préparée depuis longtemps. Donc ça, c'est déjà très intéressant. C'est pas un truc qui nous est tombé dessus, une pandémie qui n'était pas prévue. Évidemment, tout était préparé. Même vous vous rappelez qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives avant le Covid d'épidémie mondiale pour mettre tout le monde au rang. Deuxième mensonge, il n'y a pas eu d'épidémie grave à Wuhan en janvier 2020. Alors ça, vous allez revenir dessus. Il y a peu de gens qui le disent. Oui, ça c'est très important aussi. Et d'ailleurs, vous expliquez peut-être les autres raisons des chutes, vous voyez à l'image, ces malades tombés. Vous expliquez ce qui a pu réellement se passer en tout cas. Troisième mensonge, des virus artificiels étaient fabriqués en laboratoire depuis longtemps. Là, évidemment, on va revenir sur ce que vous appelez les apprentis sorciers, les Frankenstein. Les Frankenvirus et le gain de fonction, le fameux gain de fonction qu'on nous a dit qu'il n'existait pas ou qu'il n'existait pas, en tout cas Wuhan, il avait bien lieu. À quoi il sert finalement? On sert à rendre un virus plus virulent encore et qui puisse attaquer l'homme. Donc quand on parle d'armes biologiques et qu'on nous dit que c'est complotiste, vous montrez bien que tout ça existe. Ensuite, quatrième mensonge, l'OMS a inventé une pandémie en mars 2020. Donc là, on va voir comment l'OMS a annoncé la pandémie avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. Ça, c'est très intéressant aussi. Cinquième mensonge, en 2020, l'hécatombe prédite n'a pas eu lieu. Là, vous revenez sur les chiffres. Ça, pour le coup, on l'avait déjà fait, nous, avec d'autres invités. Sixième mensonge, les mesures médicales étaient aberrantes, évidemment. Ne pas... sortir de chez soi, ne pas se faire soigner, ne pas consulter un médecin généraliste, ne pas prendre d'hydroxychloroquine par exemple ou autre antibiotique. Septième mensonge, la gestion de la crise a créé la crise. Très intéressant évidemment. Sur les
les politiques qui font des annonces soi-disant scientifiques, mais qui sont uniquement politiques. 8e mensonge, inutile et inefficace et toxique. Les vaccins ARN messagers n'empêchent pas la transmission. Bon, ça, on a appris après coup, grâce aux révélations je crois que c'était d'Albert Bourla lui-même, qu'il savait très bien que ça n'empêchait pas la transmission, mais on va y revenir avec vous. 9e mensonge, la surmortalité et les maladies ont explosé après les campagnes vaccinales. Ça, encore une fois, les chiffres. Et maintenant, en effet, les révélations des chiffres le montrent. Et 10e mensonge, l'argent, l'armée et la gouvernance mondialisée sont les 3 mensonges par omission des fausses pandémies. Et ça, évidemment, il faut qu'on y revienne. C'est un peu ce qui tient les autres mensonges. Alors, si vous le voulez bien, Corinne Lalo, racontez-nous la vraie histoire depuis cette annonce d'Emmanuel Macron, depuis cette annonce de confinement. Que s'est-il réellement passé ? C'est-à-dire, derrière les annonces, que s'est-il passé en sous-main ? Alors, en sous-main, il faut d'abord savoir qu'il y avait déjà eu 2 répétitions. Donc, la première répétition, c'était en 1976, et tout le monde l'avait oublié. Moi aussi, d'ailleurs, je l'ai retrouvé après coup. En 1976, il y a eu une première tentative aux États-Unis. C'était sous le Gerald Ford, donc le président, où, pareil, ils ont trouvé un virus de la grippe. Ils l'ont un petit peu, voilà, ils ont exagéré la nocivité et ils ont commencé à vacciner tout le monde. Bon, il y a eu 25 morts, décès à la suite d'effets secondaires du vaccin. Et en catastrophe, le vaccin a été retiré. 500 maladies de Guillain-Barré, déjà répertoriées immédiatement. Mais là, vous dites, donc le vaccin est retiré en catastrophe. Pourquoi cette fois-ci il est retiré en catastrophe ? Parce qu'à ce moment-là, vous le dites, le 4e pouvoir a joué son rôle. Voilà. Parce que la presse a joué son rôle. Et donc, là, c'est quoi la grosse différence ? Parce que, il y a la même chose avec la grippe H1N1 en 2009-2010, mais la presse a joué son rôle. Et c'était une époque où il y avait un pluralisme de l'information, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, qu'en Europe. Et la grosse différence, elle est là. Et encore à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus le même pluralisme de l'information. Ah oui. Il faut absolument en prendre conscience. Ah oui. Et en France, malheureusement, eh bien, on est presque les champions du non-pluralisme. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des médias comme le vôtre. Et je vous félicite d'ailleurs parce que c'est rare. Et malheureusement, par les temps qui courent, mais c'est de plus en plus nécessaire. On va revenir sur cette presse, mais puisqu'on fait un point là-dessus, peut-être dire en effet qu'aujourd'hui, quand j'ai lu un peu les différents articles de différents médias, dont certains qui pourraient se dire d'opposition, concernant le bilan de ce confinement, puisqu'on est tous dans les 5 ans, c'est assez terrible, parce que les experts qui sont convoqués, que ce soit pour le Figaro, que ce soit pour d'autres radios, disent tous à l'unanimité qu'il était raisonnable de la part d'Emmanuel Macron de nous placer en confinement, que finalement, Et donc on voit aucune analyse, aucun bilan, alors que je veux dire, les informations, il y a certaines informations qui sont vraiment uniques dans votre livre et qu'on n'avait pas vu ailleurs. Et évidemment, il faut qu'on y aille assez vite. Mais certaines, quand même, sur l'histoire de la transmission, et que les vaccins, les laboratoires savaient, et donc a priori les politiques, s'ils ont fait leur travail, savaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission, le fait de confiner chez soi et d'empêcher d'aller voir un médecin, ces choses-là devraient aujourd'hui quand même, le fait que à Wuhan, il y avait bien un travail de gain of function, tout ça a été su quand même assez relativement vite. Si on prend les informations, on les a, on analyse, on comprend qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu instrumentalisation. Et les médias ne le disent pas. Non, parce qu'ils vont faire ils commencent déjà, je ne sais pas si vous avez vu, ils commencent déjà à faire une pseudo-autocritique, où ils se critiquent sur quelques petits aspects, les petits aspects anecdotiques. On en rigole. Mais les points les plus importants, là, ils vont pas se critiquer. Et le plus important, c'est que quand même, en 1976, après 25 décès, on a retiré les vaccins catastrophes. Là, on est quand même... officiellement, selon le VAERS, qui est le registre américain, à plus de 38 000 décès. 38 000. Décès selon américains ? d'autres... Non, mondiaux. Et donc, et selon d'autres calculs, par le Canadien Denis Rancourt, vous avez jusqu'à plusieurs millions. Bon. 17 millions. Donc, le vrai problème et le vrai tabou, maintenant, il est sur... l'ampleur du désastre, parce qu'il y a désastre, il y a. Bon, et maintenant, vous allez voir que tout est fait pour être caché. Il y a eu une manifestation devant l'Agence du médicament il y a 2 jours
sur des victimes du vaccin. Donc ceux qui sont reconnus, c'est des gens, ils ont pris le vaccin, tout de suite après, ils sont tombés malades et c'est leur vie qui est foutue. Oui. Bon, maintenant, il y a toutes les personnes qui ont eu le vaccin ARNM, qui est en fait de la thérapie génique, mais bon, ces gens-là, il y a ceux qui l'ont eu, qui n'ont pas d'effet secondaire a priori et qui disent « heureusement, je suis passé entre les gouttes ». Mais en fait, tous les gens qui ont des problèmes de santé et qui ont eu ce vaccin devraient se poser la question. Est-ce que ça ne vient pas de là? Est-ce que ça vient pas de là? Parce que quand on regarde comment fonctionne ce vaccin qui est de la thérapie génique, eh bien, en fait, c'est systémique. Donc, ça compte. On nous avait dit au départ, ça fait partie on nous avait dit, ça va rester dans le bras. Ah oui, ça bouge pas, bien sûr. Oui. Voilà. Maintenant, je montre dans le livre comment non seulement ça reste pas dans le bras, mais ça va dans tout le corps. Il y a des nanoparticules qui vont dans tout le corps. Oui. Donc, ça s'accroche dans certains organes. Ça va partout. Oui. Ça va dans le cerveau, ça va dans le cœur, en fait. Oui. ça va dans les ovaires, Oui. ça va dans les testicules. Et donc, effectivement, dans le cœur, ça peut provoquer évidemment des crises cardiaques, des arrêts cardiaques, des myopathies. Donc, tout ça est documenté. Et alors aussi des cancers. Pourquoi des cancers? Parce que ces nanoparticules vont attaquer le système immunitaire. Or, le système immunitaire lutte contre les cancers. Donc, si vous attaquez le système immunitaire qui lutte contre les cancers, eh ben, vous donnez une autoroute au cancer. Et quand vous avez des personnes jeunes, c'est encore arrivé ce matin, j'ai entendu les informations ce matin, des personnes jeunes, des actrices, qui décèdent. Enfin, je ne me prononce pas sur ce cas-là personnellement, mais quand vous avez une personne qui décède d'un cancer rare ou rapide ou découvert au stade 4, tout de suite, eh bien, il faut se poser la question. Et les médecins devraient poser la question, est-ce que vous avez été vacciné? Alors, pour vous dire, on a parlé de ce vaccin, on dit c'est un vaccin. Oui. J'ai retrouvé, et ça, bon, personne ne l'a dit, l'endroit où Moderna, dans son rapport financier à la SEC, c'est-à-dire le gendarme de la bourse américaine, où Moderna reconnaît que son vaccin, c'est de la thérapie génique. Alors, je peux vous lire la phrase. Ce vaccin n'est pas un vaccin, allez-y. Je peux vous lire la phrase, elle est très courte et elle est très claire, on ne peut pas faire plus clair. Oui. C'est le rapport financier Moderna. Qui date de quand alors? 2018, juste avant. Bon. Il est écrit, à l'heure actuelle, l'ARNM, donc messager modifié, est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA, la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'autorité sanitaire américaine. Donc, c'est écrit noir sur blanc dans leur rapport financier, parce qu'ils sont obligés, vis-à-vis de leurs actionnaires, de ne pas cacher les choses, parce qu'après, ça se retourne contre eux. Donc, vous voyez, c'est écrit dans leur rapport financier que la FDA reconnaît ce produit comme de la thérapie génique. Or, de la thérapie génique, comme son nom l'indique, c'est de la thérapie, c'est pour des gens malades, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires dans ce genre de technique. Donc, on peut l'utiliser avec des gens malades, avec le consentement éclairé, parce que, comme ils sont déjà malades, ils veulent bien prendre des risques. Mais si vous mettez ça, une thérapie sur des gens qui ne sont pas malades, au niveau planétaire, et en plus de ça, sur des enfants par la suite, comme c'est actuellement le cas. Donc, on n'est pas sorti d'affaire, vous voyez. Donc, là, actuellement, on est sous thérapie génique. Donc, les journalistes, les confrères qui commencent à faire leur mea culpa sur on a accepté de boire le café assis et pas debout, eh bien, qui s'occupent un petit peu du côté thérapie génique de ces produits-là. Oui, oui. Je ne veux même pas parler de ces confrères qui ont balancé des boules puantes sur les autres qui alertaient. Voilà. Et qui aujourd'hui dit « on est tous devenus un petit peu fous ». Non, non, tout le monde n'est pas devenu fou. Bon, mais revenons surtout sur la gravité du sujet et de ce qu'il y a derrière. Parce que donc, on continue le récit. Eh bien, le récit, c'est quoi? C'est que à Wuhan, il n'y a pas eu d'épidémie, en fait. Je suis remontée aux premiers malades. Oui. Les premiers malades, en fait, il y en a eu 7 au départ. Ils en ont pris 7 dans les hôpitaux. Et donc, ces malades, ils avaient quoi? Il y en avait qui avaient des tumeurs au foie, il y en avait qui étaient malades. Et puis, ils ont analysé les virus qu'ils avaient.
Et en fait, leurs études aux Chinois montrent qu'ils ont pris 7 personnes, et ces 7 personnes, elles avaient plein de virus. Pas qu'un seul, elles en avaient plein. Et le coronavirus que eux avaient trouvé, ou ont isolé, disent avoir isolé, eh bien, c'était un de ces virus. C'était pas... Et ils n'ont jamais montré que c'était ça qui causait la maladie. Oui, d'ailleurs, ils n'ont jamais envoyé véritablement je sais pas comment ça s'appelle, le virus en soi au laboratoire. Voilà. C'est une personne qui est venue le déposer en disant c'est ça, mais on n'a pas non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils... de manière scientifique. Non, ils ont... Au début, on s'est tous dit, ils font des tests, c'est qu'ils ont ils ont envoyé le virus, ils ont envoyé un modèle du virus. Mais en fait, pas du tout. Oui. Ils ont fait une analyse génétique. Ils l'ont séquencé, voilà. Ils l'ont séquencé avec des lettres, et ils envoient les lettres par Internet. Oui. Et après, à l'autre bout de la planète, les Français, les Américains, ils reprennent ces lettres-là et ils disent, nous, on va faire un test. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils n'avaient pas le vrai virus. Vous voyez ? Parce qu'il suffit que les Chinois donnent n'importe quelle lettre et eux, le monde entier est obligé de suivre. Sauf que les Chinois, ils ont été adoubés et crédibilisés par l'OMS. Et je montre comment l'OMS est corrompue et comment l'OMS avait déjà été dénoncée à la suite de la grippe H1N1 en 2009 par un rapport du Conseil de l'Europe qui a été étouffé et que je ressuscite, qui est le rapport Flynn, qui montre comment, une première fois en 2009-2010, lors de la grippe H1N1, on s'en souvient peut-être pour ceux qui l'ont connu, ils ont fait un bilan où on voit qu'ils dénoncent en gros l'OMS en disant l'OMS a exagéré une pandémie, il n'y avait pas de pandémie, l'OMS est corrompue parce qu'ils ont des conflits d'intérêts cachés avec les laboratoires. Ils ont analysé tout ça, ils ont analysé comment les médias avaient exagéré aussi la pandémie pour faire peur. Et donc, dans ce rapport, ils dénoncent l'OMS et ils disent vous avez induit en erreur la population mondiale. Et c'est exactement ce qu'a recommencé l'OMS. Oui. Juste soyons un tout petit peu concrets sur ce qu'a recommencé l'OMS. Vous le rappelez, l'OMS déclare une pandémie alors qu'il n'y a pas encore un mort, c'est ça ? Oui, non. L'OMS, l'épidémie. Le premier mort est arrivé officiellement, selon les Chinois, le 10 janvier 2020. Vous voyez ? Le lendemain, l'OMS avait déjà sur son bureau le test PCR réalisé par l'Allemand Drosten, qui lui-même avait reçu en secret, là je l'explique, en secret la séquence génétique du virus envoyé par les Chinois, ses copains chinois. Alors, dans les copains chinois, donc, je dis qu'il y a, mais il y a donc Madame Xi, la Batwoman, parce que c'est la spécialiste des chauves-souris. Alors, la Batwoman, c'est elle qui a analysé aussi la séquence du virus. Il y a le professeur Zhang, et lui, il travaille avec Madame Xi. Et puis, vous avez Georges Gao, qui est le patron du CDC, c'est l'autorité sanitaire chinoise épidémiologique. Bon, c'est eux qui mènent la danse. Et ils avaient envoyé en secret donc la séquence que eux avaient décidé de promouvoir à l'allemand Drosten. Bon, alors que là, on n'a pas encore... ils ont déjà envoyé alors qu'il n'y a pas encore un mort. Il y a 0 mort. On est quand même en train de travailler de surtravailler, de surinvestir, on va dire, un virus qui n'est pas encore... On ne sait pas s'il est mortel, on ne sait pas s'il est grave, on ne sait pas qui il est, quoi. Voilà. Mais... Et on est le 10 janvier. Oui. Et le 13 janvier, vous avez sur le site américain de Anthony Fauci le fait qu'ils ont déjà, eux, commencé à préparer le vaccin du virus qui a tué personne. Oui, et qui n'existe pas, donc, en fait, le virus. Enfin, qui n'est pas encore reconnu. Attendez, reconnu. Le fait est que le 10 janvier, ils envoient leur virus. Déjà, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils analysent un virus. Le jour même, ils envoient un article scientifique aux revues scientifiques les plus célèbres, les plus prestigieuses, qui, tout de suite, les acceptent, ou presque. Ce qui n'est pas normal non plus. Parce que normalement, il y a une relecture. Il y a une relecture. Pareil pour le test. Par les pairs. Oui. Voilà. Donc, ils trouvent un virus. Il y a un premier mort le 10 janvier. Le lendemain, le test PCR, il est déjà sur le bureau de l'OMS. Et le vaccin est déjà en travail. Et le vaccin, ils ont déjà, Moderna et Fauci, ont déjà pris la séquence
envoyée par les Chinois, mais en fait, quand vous verrez dans le livre, il l'avait eu bien avant. Et donc, on verra après que cette séquence envoyée par les Chinois, c'est la séquence sur laquelle travaille Madame Xi et son homologue, qui est plus que son homologue, qui est un peu son mentor, c'est Ralph Baric, l'américain Ralph Baric, parce que lui, c'est le pape du gain de Madame fonction. Xi, c'est elle qui travaille dans le laboratoire de Wuhan. Voilà, fameux. elle, c'est la chinoise qui travaille à Wuhan. Donc attendez, si on résume cette situation, on a une séquence d'un virus qui en plus est travaillé pour être... qui est manipulé. Donc, pour pouvoir attaquer éventuellement l'homme, on est d'accord? C'est ça, oui. le gain of function. Alors ça, après j'explique pourquoi, comment. Parce que qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît que donc les Chinois disent, voilà, on a un virus qui va être pandémique. Ils donnent la séquence génétique. Et, oh, surprise, qu'est-ce que c'est que cette séquence génétique? C'est exactement le jumeau, la séquence génétique jumelle du virus que eux-mêmes manipulent depuis 20 ans avec l'Américain Ralph Baric. Parce que ça, c'est une autre révélation, c'est la collusion entre Américains et Chinois pour fabriquer des virus pathogènes artificiels. Ouais, je précise que les Américains n'ont pas le droit de faire ça sur leur sol. Donc, c'est quand même bien pratique. Ils n'ont pas le droit, en théorie, parce qu'en réalité, Ralph Baric, comme il a eu ses financements pour manipuler son virus artificiel, il l'a eu avant qu'il y ait un moratoire en 2014, il avait le droit de continuer. Donc lui, il a continué. Mais il recevait en fait une partie du virus de la Madame Xi, de la Batwoman, pour lui-même tester ce virus trafiqué sur des souris qu'il avait fait, des souris transgéniques humanisées. C'est-à-dire qu'il s'était débrouillé pour faire des souris avec des poumons humains pour tester ces vaccins. Voilà. Et donc, eux-mêmes travaillent depuis 20 ans à fabriquer un virus, qui est ce coronavirus, avec une séquence qui va permettre au coronavirus de chauve-souris de sauter la barrière d'espèce et de passer chez les humains. Oui, parce que précisément, normalement, c'est pas si naturel que une maladie animale saute, entre guillemets, sur l'homme. Voilà, normalement, ça leur fait rien, puisque c'est un virus de rhume, faut le savoir, c'est un virus de rhume. D'accord, donc en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puisqu'on voit qu'il y a eu depuis Wuhan cette étude sur ce virus, qui est justement celui qui a été envoyé à tous et qui est justement celui pour lequel les différents laboratoires avaient déjà préparé, avant même que la pandémie commence, le vaccin. Oui. Quand on résume tout ce que vous écrivez. Exactement, que les revues scientifiques acceptent immédiatement le fait qu'il y ait un virus et donc des vaccins qui soient importants, etc. etc. Donc, quels étaient leurs objectifs finalement, puisqu'on voit que ça a été préparé? Quel était l'objectif de cette préparation? Alors, officiellement, l'objectif de la préparation, pourquoi est-ce que les armées travaillent sur des virus pathogènes? Parce que quand ils préparent une guerre biologique, ils travaillent, on le sait. Pour la défense. Ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était ça, je veux dire, à Wuhan, c'était bien une arme biologique. Non, attends, soyons précis. Oui, soyons précis. Les armées travaillent sur des armes biologiques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Je raconte un petit peu l'historique. Aussi bien l'armée de l'Union soviétique, à l'époque, les Américains, les Japonais, surtout pendant la guerre. Les Japonais, les nazis. À la fin de la guerre, opération Paperclip. On récupère les meilleurs scientifiques. Récupère tous les scientifiques, en particulier ceux qui travaillaient sur des virus pathogènes, pour les rendre pathogènes. Comment utiliser des microbes pour faire la guerre. En gros, c'est ça. Mais ils ont continué. On a eu l'histoire de l'envoi de tiques, etc. Enfin, il y a plein de... Ils ont continué à travailler dans des laboratoires à Fort Detrick, aux États-Unis. Mais les Chinois étaient, eux, en retard. Donc, ils ont essayé de rattraper leur retard. Et que s'est-il passé? Eh bien, certains chercheurs, donc Ralph Baric, avec finalement la complicité d'Anthony Fauci, l'Américain qui était quand même à la Maison-Blanche, eh bien, Anthony Fauci a financé les travaux de Ralph Baric. Et Ralph Baric, il allait en Chine. Et je rappelle qu'il y a quand même eu un colloque en janvier 2019 à Harbin, en Chine, ça je suis la seule à le dire,
Mais je dis d'où je tiens ma source, d'une ONG américaine qui s'appelle US Right to Know. Tout est ultra sourcé chez vous. Tout est sourcé. Comme toujours, mais je le précise. Et donc, lui, il va en janvier 2019 à Harbin, en Chine, et le titre de sa conférence, c'est comment fabriquer un virus pathogène à partir du coronavirus. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin de l'année. Celui qui est sorti. Et donc, petite cerise sur le gâteau, ce que je montre dans le livre, c'est que pour qu'il y ait un départ, le top départ d'une fausse pandémie, il faut qu'il y ait une dépêche d'une agence spécialisée dans les virus et dans les épidémies. Et cette agence spécialisée s'appelle ProMed. Et donc l'agence spécialisée donne le top départ de la course à l'échalote, en gros. Elle donne le top départ le 30 décembre 2019. Et qu'est-ce que c'est que cette agence ProMed ? Parce que j'ai cherché. ProMed est une agence qui est financée par USAID. Ah tiens. Et USAID, c'est l'agence américaine qui a financé à l'étranger, donc c'est sous prétexte d'aide humanitaire, qui a financé beaucoup de manipulations génétiques, mais aussi beaucoup de révolutions colorées, et qui a financé aussi tous nos chers fact-checkers. Donc tous ces gens-là ont été financés par USAID, qui a été interrompu au moment de l'arrivée de Trump. Oui, et d'ailleurs, on a eu Trump à raconter dans un discours, en effet, où allait tout cet argent, USAID, et certaines aberrations de ces financements. Attendez, alors parce que je voudrais toujours qu'on continue dans l'histoire de ce qui s'est réellement passé dans ces dernières années. Si on remonte un peu l'histoire, vous dites on était dans une course à l'armement biologique finalement dans tous les pays depuis 1945. Et comment on est arrivé à ce qui s'est passé ? C'est-à-dire les Chinois ont décidé de faire finalement une forme de partenariat avec les Américains. En quelle année à peu près ils ont commencé ce partenariat ? Ils ont commencé dans les années 2004. D'accord. Après la première alerte, ce qu'on appelait le SARS, oui. Le SRAS, là, oui. syndrome aigu concernant les poumons, c'était en 2003. Et c'est à partir de là que tout s'est emballé et justement que les crédits sont arrivés. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'explication officielle pour rendre des virus pathogènes ? L'explication officielle, c'est de dire, bon, mais dans la nature, il y a plein de virus, en particulier chez les chauves-souris qui abritent beaucoup de virus. Oui. Au cas où un de ces virus deviendrait virulent pour l'humain, et on n'aurait pas de vainque ça. Donc, il vaut mieux prendre ces virus, aller les chercher dans une cave au fin fond de la nature, prendre le virus, le manipuler, le rendre dangereux, préparer un vaccin. Comme ça, si jamais il arrive tout seul, on aura un vaccin. Donc, voilà, ça c'est l'explication officielle. On peut le croire ou pas le croire, mais en tout cas... parce qu'en plus, on aura un vaccin contre un virus qu'on a manipulé nous-mêmes, qui ne sera pas du tout forcément celui qui va sortir. Oui, mais comme par hasard, c'est celui qui sort. Oui, là, ça tombait bien, cette histoire. Voilà, oui. Donc c'est pas pour rien. Oui, mais alors, eux, ils cherchaient quoi, finalement ? Donc, en gros, ils préparaient une forme d'arme biologique. Et puis là, il y a le vaccin qui sort. C'était quoi l'objectif ? À part, on voit très bien les intérêts financiers des différentes industries, oui. Mais ceux des États, est-ce que c'est parce qu'il y a une collusion, par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Les États, ça fait 20 ans que l'OMS a été reprise en main, même un peu plus de 20 ans, ça a commencé en 1993, j'explique comment. Oui. Bon, l'OMS a été reprise en main. Donc l'OMS s'arroge le droit par Bill Gates, il faut le dire. Par les intérêts privés. Oui. Par l'industrie pharmaceutique. Avant, c'était financé. Il faut le savoir, c'est le premier mensonge et la première leçon. Savoir que l'OMS n'est plus ce qu'elle était. Donc, l'OMS a été reprise en main. Et donc, les financements privés ont repris en main l'OMS. Et les États qui étaient avant les premiers financiers de l'OMS ne sont plus finalement que des États vassaux. Bon. Et ça s'est encore aggravé l'année dernière avec un nouveau traité
qui a été arraché, qui a été au forceps, Oui. et qui n'a même pas été voté, et qui est actuellement en cours, normalement, de ratification. Et normalement, le Parlement devrait ratifier. Mais on ne va même pas lui demander, et tout le monde trouve ça normal. Oui. Les députés, les sénateurs ne savent même pas qu'ils C'est en train d'avancer. ils devraient eux-mêmes Donc, on le parle ratifier. du règlement sanitaire international de l'OMS. Le règlement sanitaire international, qui donne le droit à l'OMS de décider quand elle veut, s'il y a une pandémie, s'il n'y en a pas. Et donc ensuite, des contraintes qui vont suivre, évidemment. des contraintes qui vont suivre. Et ensuite, les États disent « Oh ben nous, on va écouter l'OMS. Et puis tous nos voisins font pareil. Évidemment, ils sont concertés. Alors au début, on pouvait dire « Ah mais non, mais c'est pas possible. Comment… » Parce que moi, en fait, personnellement, j'ai pas été surprise. Je savais qu'ils allaient recommencer parce que j'avais déjà fait des reportages sur la fausse pandémie H1N1. Donc je me doutais que ça allait repartir. Bon, effectivement, c'est reparti, mais sur un coronavirus, je pensais personnellement que ce serait un virus de la grippe H7N9. Ça n'a pas été le cas, mais on ne perd rien pour attendre. Ça viendra peut-être. Super. Voilà, parce qu'avec ces nouveaux traités, avec les nouvelles législations qui ont été faites au niveau européen, parce que ça, je montre qu'il y a aussi un règlement européen qui est sorti, et depuis Covid, qui permet maintenant à la Commission européenne de s'arroger des droits qu'elle n'avait pas, pour essayer elle-même de déclarer des épidémies au niveau européen. Et en plus de ça, quand il a fallu négocier le nouveau traité à l'OMS, c'est la Commission européenne qui a négocié le traité. Alors que normalement, tout ce qui est santé, elle n'a pas le droit. Mais évidemment, elle se l'arroge. C'est comme la défense. Bien sûr. Ça s'appelle la tactique du saucisson au niveau européen. C'est-à-dire vous coupez des tranches de saucisson dans la souveraineté des États et à la fin, il ne reste plus rien. Oui. Ou l'effet cliquet dans l'autre sens avec la souveraineté européenne Ouais. La souveraineté. Les compétences européennes qui augmentent et qu'on ne peut plus réduire. Alors, je voudrais quand même qu'on avance justement toujours sur cette histoire qu'on n'a pas comprise et qu'on peut comprendre grâce à votre livre, à travers ces 10 mensonges, et qu'on reste surtout sur le 10e mensonge, l'argent, l'armée et la gouvernance mondialisée sont les 3 mensonges par omission des fausses pandémies. Parce que je commence à vous demander, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, les alliances chinois-américains qui finalement travaillaient sur des armes bactériologiques qui finalement servaient bien les intérêts privés, puisque dit virus virulent, ou en tout cas présenté comme virulent, dit derrière laboratoire, industrie pharmaceutique et tests. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont financées. On est d'accord ? C'est ça finalement ce qu'il y a derrière ? Oui, mais financé même par les armées. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté militaire, donc ça j'en parle un peu au dernier chapitre, mais j'en parle aussi avant. Je vais vous lire, si vous voulez bien, un truc qui est assez rapide. Je parle d'une conférence d'un médecin qui s'appelle Dr James Giordano, qui est un médecin militaire, en fait, et qui, lui, donne ses conférences justement aux académies militaires. Donc, lui, il est américain, donc il travaille avec l'OTAN, il travaille avec l'armée, le Pentagone, l'armée américaine, et il a fait des conférences pour leur expliquer où ils en sont de leur progression dans la connaissance scientifique et dans la manipulation des virus. Bon, et qu'est-ce qu'il explique ? Il explique qu'en fait, la cible de toutes leurs manipulations nouvelles, c'est le cerveau. Ils veulent attaquer les cerveaux. Ils ont ciblé les cerveaux et ils se disent, pour neutraliser une armée, parce que c'est toujours le prétexte, c'est en cas où il y aurait une guerre, voilà. Donc, ils ciblent le cerveau. Donc, ils mettent au point certains virus militarisés pour attaquer le cerveau. Et donc, ils parlent évidemment de l'ARN, M, messager, modifié. Et ils parlent aussi des vaccins qu'ils fabriquent. Et les vaccins eux-mêmes deviennent des armes. Vous voyez ? Mais pas que les vaccins, les épidémies. Et il explique, monsieur James Giordano, comment les armées sont capables, avec des nanoparticules neurotoxiques, donc qui s'attaquent au cerveau, de simuler des épidémies. Et il explique exactement, je vous lis la phrase, il dit « Nos collègues de la branche médicale de l'OTAN ont montré que la dispersion de nanoparticules peut être utilisée pour provoquer ce qui ressemble
à l'apparition subite d'un grand foyer épidémique. Vous voyez ? Donc, ils peuvent simuler des épidémies simplement par la diffusion par aérosol de nanoparticules lipidiques qui sont celles qu'on retrouve dans les vaccins après. Ah oui. Et donc, ce monsieur Giordano, qui explique tout ça donc, aux militaires, montre comment ils sont capables de le faire. Et il explique qu'ils sont même capables de cibler des influenceurs, donc sur Internet, certains influenceurs, avec leurs nanoparticules toxiques qui vont s'attaquer au cerveau. Bon, et après, eux, ça simule une espèce de grippe. Et donc, les influenceurs vont évidemment parler de leur maladie. On dira, voilà, je suis tombée malade, elle est hyper toxique, cette grippe, surtout, faut pas l'attraper. Et évidemment, tous les hypocondriaques vont rentrer dans le jeu. Mais ils sont capables de cibler même des individus. Et ils l'expliquent au niveau militaire. Donc, il faut savoir qu'ils sont capables de simuler des épidémies. Et quand on voit par la suite tout ce qui a été fait, le travail des médias, pour justement exacerber la peur, on comprend que l'arme, c'est l'information. La première arme, c'est l'information. D'où l'importance de votre travail. Et du mien aussi. Du vôtre au passage, qui était celui d'enquêter, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Bon, en tout cas, on comprend qu'il faut lire ce livre également, Fausse pandémie, vrai mensonge, parce que c'est extrêmement fouillé, c'est très très sourcé, il y a beaucoup d'informations et véritablement de quoi comprendre... commencer à percevoir ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même une question par rapport à cette histoire de vaccin et de prise en main militaire. Dans ce cas-là, les militaires joueraient contre leur propre population, parce qu'en général, ils peuvent dessiner du vaccin pour leur propre population. La théorie, c'est quoi ? La théorie, c'est que si y a un virus, on fait un vaccin et on protège notre population. Oui. C'est ça l'idée. Sauf qu'eux-mêmes rendent un virus dangereux sous prétexte que comme il pourrait devenir dangereux naturellement, il vaut mieux le rendre dangereux pour fabriquer un antidote et nous, après l'antidote, on le donne à nos soldats. C'est ça l'idée. Sauf qu'il y a des... Voilà, là je montre le document diffuse. Ça, c'est le document dans lequel est cité Madame Xi, Ralph Baric, l'ONG EcoHealth Alliance, avec l'argent du contribuable américain, où dans ce document, il propose à l'armée de fabriquer un virus artificiel qui, comme par hasard, sera exactement le virus qui va sortir un an après que ce document soit publié et proposé à l'armée américaine en 2018. Vous voyez ? En 2018, vous avez une ONG qui propose de fabriquer un virus artificiel avec Madame Xi, là-bas, Truman, et avec Ralph Baric de l'Université de Caroline du Nord. Eh bien, eux, ensemble, ils travaillent. Ils montrent comment ils manipulent un virus. Et un an après, c'est ce virus-là qui est présenté au monde entier comme étant le virus du coronavirus, du Covid. Mais alors, c'était quoi leur objectif à cette ONG et à ceux qui ont appliqué les recommandations de cette ONG ? Eh bien, l'objectif, c'était d'abord d'obtenir beaucoup d'argent du contribuable américain, parce que le but, c'est aussi d'avoir pas mal d'argent. Hein. Est-ce que c'est le seul but ? Moi, j'en sais rien. Je ne peux pas l'affirmer. Hein. Mais en tout cas, ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que vous faites peur. Et puis, évidemment, on prend l'argent du contribuable et on vous dit, allez-y, faites des recherches. Oui, développer. Mais il y en a, c'est leur métier. C'est finalement, c'est de la course à la prime. Hein. C'est des chasseurs de primes. Hein. Donc, effectivement. Et donc, ça, c'est un document qui a été diffusé en 2021-2022. Et ce document montre comment ils allaient s'y prendre pour fabriquer un virus artificiel. Et c'est exactement le virus qui est sorti avec les empreintes qui montrent que effectivement le virus actuel est un virus artificiel. Et c'est maintenant reconnu puisque la fameuse théorie de la fuite de laboratoire est maintenant reconnue par toutes les agences américaines d'information, les renseignements, les rapports officiels américains, parlementaires. Donc, ils reconnaissent une fuite de laboratoire. Il y a plus qu'une fuite, parce que là, il y a une dispersion en plus du... Voilà, parce qu'ils peuvent même disperser avec des drones. Vous voyez ? Et dans ce document,
ils disent comment ils vont le disperser avec des drones. Et ils disent aussi comment ils vont le disperser avec des aérosols devant des grottes où il y a des chauves-souris. Et avec ça, c'est aussi considéré, eux, comme un vaccin. Avec ça, les chauves-souris vont se contaminer les unes les autres. C'est-à-dire qu'ils font des vaccins transmissibles. Et nous, on a tous découvert ça après coup. Mais eux, ils expliquent comment ils le fabriquent. Un vaccin transmissible, c'est-à-dire un vaccin toxique. Et après, il y a toute la question de savoir pourquoi ils ont gardé dans la séquence génétique pour fabriquer le vaccin la partie virulente du virus. Contre l'homme. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Parce que quand vous fabriquez un vaccin, vous prenez un virus et vous enlevez les parties dangereuses. Vous gardez les parties pas dangereuses que vous injectez pour que ensuite le système immunitaire reconnaisse le virus. Non, mais là, ils ont gardé la partie dangereuse. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? On peut se poser la question. Parce que normalement, vous gardez la partie dangereuse si vous voulez fabriquer une arme. Pas si vous voulez faire un vaccin pour protéger votre population. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des explications à tout ça. Là, moi, on pose la question. Oui. Mais il faut poser la question. Il ne faut pas faire comme si tout était fini. Oui. Il faut savoir que ces vaccins, qui ne sont pas des vaccins, mais peu importe, ce ne sont pas des vaccins. Les vaccins classiques, ils ne rentrent pas dans les cellules. Ils rentrent dans le corps, mais pas dans les cellules. Ce vaccin-là, c'est des nanoparticules. Ça rentre dans le corps et en plus, ça rentre dans les cellules. Et quand ça rentre dans les cellules, le système immunitaire n'y a plus accès. Donc, c'est très difficile de combattre. Après, heureusement, tout le monde tombe pas malade. Heureusement. Pourquoi tout le monde tombe pas malade ? Parce que tous les vaccins n'ont pas la même concentration de nanoparticules, parce qu'il n'y a même pas de vérification de qualité. Oui. Et ça, vous avez une biostatisticienne en France qui s'appelle Christine Coton qui l'a très bien montré, comment il n'y a même pas de vérification de la qualité des vaccins qui n'en sont pas. Corinne Lalo, pour conclure, vous diriez, puisqu'on a gardé la partie virulente de cette séquence qui est censée être un vaccin proposé à tous, si on garde une partie virulente, c'est plus un vaccin, c'est une arme biologique ? Mais il faut, en tout cas, on pose la question, pourquoi on a gardé la partie virulente ? Pourquoi on a parti ? Mais les gens, ils ne le savent même pas. Mais ce qui est absolument aberrant, c'est un peu le défaut d'information. Malheureusement, c'est la fabrique de l'ignorance, comme disent certains. C'est pas pour rien. C'est que les gens sont sous-informés. Les Français sont sous-informés. Les Français sont désinformés. Donc, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins. Ils ne savent pas que, en fait, ce sont des nanoparticules, que les nanoparticules n'ont jamais été testées pour la sécurité et que, normalement, ça ne devrait même pas avoir été autorisé pour injecter dans les humains. Et en plus, dans les enfants, dans les bébés qui, eux, n'ont pas la maladie. Alors, vous voyez, c'est simplement des questions de logique que les Français n'osent même plus réfléchir avec leurs neurones. Pourquoi, alors que des enfants, on sait tous, puisque tout le monde l'a dit, les enfants n'attrapent pas le Covid, pourquoi on les vaccine ? Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on leur fait prendre des risques, alors qu'ils n'ont aucun bénéfice à attendre du produit. Bien sûr. Voilà. Donc la balance bénéfice-risque, elle ne peut être que défavorable. Donc pourquoi faire ça ? Oui, ça fait beaucoup de questions. Ça fait des questions, il faut que les gens y répondent. Parce qu'on est 5 ans après, il y en a qui vont dire, non, c'est fini. C'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini. Oui, puis il y en a qui vont dire, comme Emmanuel Macron, il y a 5 ans, notre pays s'apprêtait à affronter l'une des épreuves les plus difficiles de son histoire récente, le Covid-19. La France s'est confinée, mais jamais elle ne s'est arrêtée face à l'inconnu, face à l'épreuve. Elle s'est unie, blablabla. Le Covid-19 a bouleversé nos vies, mais il a aussi réveillé la force de notre unité qui ne doit jamais cesser de nous inspirer et de nous guider. Ensemble il y a 5 ans, ensemble aujourd'hui, ensemble pour demain. Vous souscrivez, Corinne Lalo ? Voilà, tout à fait. Et voilà, je souscris tellement que, vous voyez, ça c'est le dessin du corps humain avec toutes les nanoparticules, où elles vont exactement. Et là, pour l'instant, il y a une omerta des autorités sanitaires. Alors, je vais lire sur les effets secondaires de
de ces injections. Là où elles vont le plus, parce que vous l'avez mis en gras, il y a le foie, la rate, les ovaires, les intestins grêles, le gros intestin, glandes surrénales, les poumons, la thyroïde, le cerveau. Le cerveau, parce que ce sont des nanoparticules de gras. Elles vont aller là où il y a du gras, principalement. Et malheureusement, beaucoup aussi dans le cœur. Et dans le cœur, elles font fusionner les cellules du cœur entre elles. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent effectivement après des myocardites. Quoi. Ouais. Voilà. Donc il y a véritablement... On en est dans la période omerta sur les effets secondaires. Et tant il y a des médecins dans le monde entier qui ont fait des déclarations, des pétitions, ils demandent le retrait de ce vaccin. Tant que ce vaccin n'est pas retiré du marché, on ne peut pas se reposer. Oui, c'est sûr. Et puis, tant qu'on n'aura pas le droit d'en parler, parce que pour le moment, on est encore à l'omerta, vous l'avez dit. Peut-être un dernier mot sur ces médias. Et puis, tous les politiques, mais les médias aussi, qui jouent le jeu, entre guillemets, du complotisme. Ah non, mais il ne faut pas tomber dans le complotisme, c'est un truc... Voilà, peut-être si vous voulez finir et conclure sur ce terme de complotisme qui empêche de réfléchir, qui empêche de parler des faits. On parle de faits et de sources, de ce que vous avez. Oui, là, le bouquin, il est complètement dans le factuel. Quoi. Je ne suis que dans le factuel. Bon, à partir du moment où on attaque le messager, c'est une façon de dire on ne veut pas écouter ce que vous dites, on va vous dire vous êtes complotiste. Bon, moi, c'est pas que je m'en fiche, mais je veux dire, après tout, ça devient presque un compliment, vous voyez, c'est malheureux, mais non, il ferait mieux les journalistes de s'y coller un petit peu, d'aller voir ce que c'est que ces vaccins, d'aller voir que les contrats qui ont été signés avec l'Union européenne n'ont toujours pas été publiés. On est supposé être en démocratie. Oui. Vous voyez, donc là, il y a un déficit démocratique au niveau européen qui est faramineux. Personne ne dit rien. On recevait Frédéric Baldan à ce sujet la semaine dernière, qui se bat pour la publication, d'ailleurs qui va être publié puisqu'il a eu en main ses contrats. Voilà, ces contrats, on les a eus. Pourquoi on les a eus ? On n'a pas eu. Moi, personnellement, j'ai pas eu ceux de Baldan les a. Mais on a les contrats qui sont équivalents, qui ont pu sortir en Afrique du Sud, parce qu'il y a eu des procédures de justice où des gens ont demandé à la justice de publier les contrats. Et dans les contrats, il y a écrit quoi ? Il y a écrit qu'on ne sait pas l'efficacité de pseudo-vaccin et on ne sait pas non plus les effets secondaires. Donc c'est écrit dans les contrats. Mais qu'ils ne veulent pas, ils se déchargent de la responsabilité, les laboratoires. Évidemment. Et en plus, ils ont obtenu un blanc-seing. Et donc, mais ces contrats-là, on ne les a toujours pas. Non. Il y a quand même un petit problème démocratique. Oui. Contrat, je rappelle, signé, en tout cas négocié par Ursula von der Leyen, non élue, compromise dans son propre pays et par SMS, sans aucune transparence dans le pays le Parce que ce qui prévoit tout à fait ces contrats, par contre, ce qui prévoit bien, c'est que c'est le contribuable qui va payer les effets secondaires. D'abord, qu'il y aura des victimes. Donc, c'est prévu dans les contrats qu'il y aura des victimes. C'est prévu dans les contrats qu'il faudra faire des fonds de mutualistes avec l'argent du contribuable pour indemniser au compte-gouttes les victimes. Et effectivement, elles sont niées, les victimes. Et elles sont livrées à eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur vie foutue. Oui. Ça, c'est bien de le rappeler aussi. Merci beaucoup, Corinne Lalo. Vraiment, c'est un livre que je recommande. Un livre qui est assez conséquent, mais qui est très bien fait, avec entrée, avec des schémas. Et si vous voulez véritablement comprendre ce qui s'est passé, eh bien, je vous encourage de le lire. Fausse pandémie, vraiment songe, comment vous trouve en 10 leçons, chez Magnus. Merci encore, Corinne Lalo, pour ce travail. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.